Salam alaikum, bonjour. Mon nom est Foura Mohamed. Je suis enseignant architecte au département d'architecture de l'Université Constantine III. Je vais vous présenter un cours sur l'histoire critique de l'architecture, qui est une matière inscrite dans la formation en LMD, licence au sein de l'Université Constantine III. Le thème est l'architecture de la Grèce antique et le cours donc va porter sur l'architecture hellénistique. La période va de 350 à 50 avant notre ère. Donc c'est la période gréco-romaine où on va voir la domination de la Grèce hellénistique par Rome. À partir de 229, donc, les Romains commencent à intervenir dans les affaires grecques de façon progressivement plus importante. Le processus va aboutir finalement à la création d'une province romaine appelée donc Achaïe en 27 avant notre ère. Alors l'Achaïe est une province romaine comprenant le sud de la Grèce moderne, fondée en 27 avant notre ère, lors de la réorganisation de l'Empire par Auguste, après la période des guerres civiles. La période de domination romaine en Grèce s'étend conventionnellement de 146 avant notre ère, après la mise à sac de Corinthe, qui est une cité importante, qui a été le lieu de passage obligé de la circulation terrestre entre la Grèce continentale et la province grecque du Péloponnèse, par Lucius Memmius Archaeus, jusqu'à la reconstruction de Byzance par Constantin Ier et sa proclamation en tant que symbole capitale de l'Empire romain en 330 après notre ère. La Grèce romaine commence en l'an 25 de notre ère. Caractéristiques de l'art hellénistique. Contrairement aux époques précédentes, l'architecture civile, telle que les théâtres, les portiques, apparaît clairement au cœur des préoccupations artistiques et urbanistes. Donc on va donner de l'importance à ces infrastructures. Le recours aux portiques, colonnades et péristyles caractérise donc le style hellénistique. Les perspectives s'enchaînent en suscitant un aspect somptueux aux cités. L'architecture hellénistique ne renonce pas aux règles de symétrie, mais adapte les préceptes à tous les types de bâtiments dans les plans lui sont confiés. Théâtre, bâtiments administratifs, bâtiments sportifs et habitations privées. L'exportation de la civilisation hellénique vers l'Orient. L'extension de la civilisation hellénique vers l'Orient à la suite d'Alexandre le Grand et la fondation des royaumes grecs de l'Asie et de l'Égypte vont ouvrir un champ immense à l'activité des artistes. Des édifices grecs, temples, romains, villes entières vont être élevés par des architectes venus pour la plupart d'Athènes, ou du moins inspirés par l'art athénien. Nous allons donc constater des progrès rapides des sciences sous l'influence de l'esprit nouveau et on va créer des méthodes et des instruments perfectionnés pour donc ériger rapidement et à moindre frais d'immenses édifices. L'empreinte d'Alexandre le Grand. À la mort d'Alexandre en 336 avant notre ère, donc il est né en 323 avant notre ère, son empire est partagé par ses généraux. Ces généraux font fonder des dynasties vite affaiblies par leur rivalité incessante. L'empire romain en profite pour s'établir dans l'ensemble du monde grec. C'est une époque d'échanges intenses entre la Grèce et l'Orient. Une civilisation brillante se développe. Les connaissances vont se développer, les techniques et industries vont s'élargir, d'autres secrets tels que la verrerie, le papyrus. La bibliothèque d'Alexandrie peut contenir jusqu'à 800 000 volumes,
et elle va donc favoriser le dynamisme scientifique et littéraire. L'extension de la langue grecque, donc l'attique, assure l'unité du monde hellénisé. Toujours en ce qui concerne l'empreinte d'Alexandre le Grand, l'amélioration des moyens de transport et de l'état des routes va tout simplement attirer les visiteurs dans des sites et monuments prestigieux. Les oracles et les sanctuaires traditionnels tels Dodone, Delphes, Olympie vont acquérir une prospérité nouvelle. Donc, développement des théâtres. Certains dieux sont davantage sollicités. Asclépios, le dieu guérisseur, Dionysos, dans les îles surtout en Asie mineure, et Déméter et Éleusis attirent les foules. Les voyageurs vont connaître de nouvelles divinités venues d'Orient. Les voyageurs font connaître de nouvelles divinités venues d'Orient. Ainsi, Sérapis, originaire de la mer Noire, assimilé au dieu égyptien Isis et Osiris, devient une image de Cerbère. Depuis Alexandre, les souverains sont divinisés et parfois associés à des dieux existants. Les premiers manuels de mythologie font leur apparition et l'attachement à la religion est quasi général. Déplacement des centres de création de la Grèce continentale vers les royaumes orientaux. La période hellénistique ne correspond pas seulement à une évolution du style, mais aussi à un déplacement des centres de création de la Grèce continentale vers les royaumes de l'Orient. De nouvelles cités comme Pergame, Milet ou Alexandrie affirment leur importance. L'art hellénistique a longtemps été tenu pour une dérive maniériste de l'art classique. Certains sont même allés jusqu'à parler de décadence, mais la perception va évoluer et les historiens de l'art préfèrent insister sur l'élégance et le rendu du mouvement des œuvres de cette époque. La fondation d'Alexandrie, qui donc appartient à la Grèce antique. En 12 années d'active conquête, Alexandre a fondé un nombre incalculable de villes portant son nom. Dans toutes ces cités, une ville immense va parvenir à traverser les siècles, Alexandrie, en Égypte. Cette ville a été fondée par Alexandre en 332 avant notre ère, à l'emplacement d'une bourgade de pêcheurs. En 30 avant Jésus-Christ, les Romains vont conquérir et devenir donc maîtres de l'Égypte. Octavien fit d'Alexandrie la capitale de la province romaine d'Égypte. Alexandrie va avoir un rôle mondial, un rôle universel. La ville va devenir la métropole artistique, intellectuelle et commerciale du monde hellénistique. Elle va succéder à Athènes. Elle devint la deuxième ville de l'Empire après Rome. Alexandrie va devenir le siège du pouvoir central et de la haute administration. Elle va concentrer tous les pouvoirs dans la ville. C'était aussi une ville industrielle, un centre de construction navale. Capitale des Ptolémées, donc successeur d'Alexandre, son emplacement géographique est stratégique, car c'est un lieu obligé de passage de toutes les denrées qui entrent en Égypte et le monde méditerranéen. Elle est un carrefour pour le commerce avec l'Orient et symbolise la variété par excellence. Les ateliers des artisans alexandrins faisaient preuve d'une intense activité et d'une grande originalité, exportant vers le monde hellénistique et la Méditerranée occidentale toutes leurs richesses, vases en pierre rares, bijoux, tissus, armes, camées, un monde nouveau d'objets d'art qui ont fortement influencé l'art impérial romain. Alors à droite, donc une reconstitution, une perspective de donc l'allée centrale de la cité d'Alexandrie. Alors on va donc rajouter un mot sur Alexandrie, qui a été conçue par l'architecte grec Dinograte de Rhodes. La ville a une circonférence de 24 km. Alors son plan était pratique parce qu'il était donc en damier, constitué comme la plupart des anciennes villes grecques, donc des rues orthogonales qui se croisent comme on le voit sur le plan, la mer étant l'élément principal du paysage. Dinocrate va orienter habilement les rues de manière qu'elles soient
balayée par les vents du nord, qui ont un effet rafraîchissant en été. Celle-ci était si spacieuse que donc chars et chevaux pouvaient y circuler à l'aise. Les bâtiments typiques de la cité grecque et un urbanisme géométrique hérité des colonies grecques étaient associés à la grandeur et aux fastes des monuments orientaux. Modèle d'élégance hellénistique, la ville est agrémentée de nombreux jardins publics et palais. Alors toute notre description, elle est là sur ce plan à droite. Donc la ville est donc en damier. À l'intérieur, donc on trouve donc tous les bâtiments monumentaux, du palais royal, en passant par la bibliothèque, le gymnase, le théâtre. Et bien sûr, comme toutes les villes, elle est entourée donc par une enceinte fortifiée. Alors voilà ce qu'on peut dire sur la ville d'Alexandrie. La cité de Milet, donc elle nous rappelle donc Hippodamos de Milet. Donc Hippodamos a été le concepteur de cette ville de Milet qui va devenir un modèle donc d'aménagement urbain. Alors Milet est une des plus puissantes cités grecques d'Asie mineure à l'époque hellénistique. Donc elle créait des dizaines de colonies autour de la mer de Marmara et de la mer Noire. Elle va développer des activités jusqu'en Égypte, dans toute la Méditerranée occidentale. Alors, Milet est aussi célèbre pour son rayonnement intellectuel et pour son urbanisme. Elle passe pour être la première ville antique à avoir utilisé le plan orthogonal, donc le plan au damier conçu par Hippodamos. Alors, le plan d'Hippodamos de Milet, donc on va s'attarder sur donc, le plan d'Hippodamos de Milet. Donc, pour Hippodamos, la cité idéale doit respecter un quadrillage orthogonal orienté suivant des points cardinaux. Les deux axes principaux découpent la ville en 4 îlots qui sont eux-mêmes découpés en îles géométriques en fonction des activités sacrées, publiques, privées. Et les classes sociales, artisans, agriculteurs. Alors c'est pour la première fois de l'histoire, donc on voit donc la séparation des fonctions ou bien donc la séparation des catégories sociales. Propagé par Alexandre le Grand, notamment à Alexandrie, le plan d'Hippodamos va avoir un succès considérable dans le monde hellénistique avant d'être repris par les Romains. C'est les Romains qui vont surtout reprendre le plan d'Hippodamos, qui vont l'utiliser systématiquement dans la fondation de leurs colonies tout autour du pourtour méditerranéen, par exemple Chingal. Ce plan est appelé aussi, compte tenu de sa forme en damier, l'axe principal nord-sud est appelé donc le cardo, de direction cardinale, tandis que l'axe est-ouest est appelé decumanus. Il faut dire aussi que c'est la première donc, cité idéale et qui voulait intégrer dans cette cité idéale une société idéale. Donc, pour certains, c'est la première forme d'utopie, mais qui va être appliquée bien que en partie. Alors, voilà concernant le plan d'Hippodamos de Milet, qui est vraiment le début de l'urbanisme en damier. Alors, autre grande réalisation durant cette période hellénistique, c'est le grand hôtel de Zeus et d'Athéna à Pergame. Alors, ce grand hôtel, qui a un caractère symbolique, donc sur la diapositive, donc on voit donc une reprise, c'est une reconstitution de ce grand hôtel. On va voir des ruines sur une diapo après. Il apparaît comme le plus brillant exemple de cette architecture grandiose et symbolique. Et comme on voit, c'est un escalier monumental, large de 20 mètres et haut de près de 6 mètres, et qui mène à une colonnade et à une large esplanade.
Le mur donc, qui clôt l'esplanade sur trois de ses côtés est habillé de colonnes doriques qui révèlent le goût des architectes pour l'utilisation d'ordres différents. À la rigueur dorique s'ajoute la finesse de la sculpture ornementale hellénistique représentant une gigantomachie. L'ensemble dégage une impression de solennité et d'élégance. Le dynamisme extrême de la sculpture est tempéré par l'ordonnancement très classique de l'architecture. Voilà ce qu'on peut dire sur cet hôtel de Zeus et d'Athéna dans la ville de Pergame. Alors, toujours la ville de Pergame, qui a été fondée durant cette période hellénistique. La ville de Pergame, son plan nous montre donc une cité qui apparaît comme un parfait exemple de l'architecture de l'époque. Au lieu d'imposer au relief des tracés orthogonaux, l'architecture tient compte de la configuration du terrain. Alors, Perganum qui est le nom latin de Pergame, littéralement citadelle en latin, est une ancienne ville d'Asie mineure en néolithe située au nord de Smyrne, au confluent du Caïque et du Sétios, à environ 25 km de la mer Égée. À l'heure actuelle, son nom est Bergama et qui se trouve en Turquie, dans la province d'Izmir. Concernant Pergame, son théâtre, le théâtre de Pergame, voilà, et qui s'intègre très bien dans le site en évoquant une sorte d'architecture vraiment insolite. Alors, on a non pas un plan, mais disons une axonométrie de la ville, où on voit bien le théâtre ainsi que d'autres bâtiments. À gauche, voilà, les ruines, les vestiges de Pergame, on voit très bien le théâtre avec les autres bâtiments. Le sanctuaire d'Olympie, c'est là où ont commencé les Jeux Olympiques. C'est un sanctuaire, ce n'est pas une cité. Olympie n'a jamais été une cité ou une ville, et elle dépend de la cité d'Élis. Le sanctuaire d'Olympie, dédié à Zeus, était habité uniquement par le personnel des temples et les prêtres du culte. Le site se remplissait tous les 4 ans quand avaient lieu les Jeux Olympiques. Les premiers furent célébrés en 776 avant notre ère. Le site, hélas, malheureusement, le site va être détruit par une série de séismes majeurs en 522, 551 et 561, après notre ère, puis recouvert par les cendres, par des sédiments déposés et aussi par des sédiments déposés par les crues du fleuve Alphée et de la rivière Cladée. En fait, elle fut découverte au XVIIIe siècle par les premiers archéologues français et britanniques, voilà, lors de fouilles qui avaient lieu au XVIIIe siècle, où on recherchait le style vrai. C'est la période qui va commencer l'architecture néoclassique. Mais les plus importantes fouilles vont être exécutées par les Allemands, menées à partir de 1875 par l'archéologue historien Ernst Curtius. Alors voilà pour ce qui est du sanctuaire d'Olympie. Alors on a à gauche une reconstitution avec les principaux bâtiments et à droite ce qui reste de ce sanctuaire d'Olympie. Alors autre bâtiment aussi symbolique et prestigieux de cette époque hellénistique, c'est la bibliothèque d'Éphèse. Alors, la bibliothèque s'impose par son élégance, sa verticalité
la verticalité de sa façade, et notons qu'il y avait beaucoup d'ornementation. Alors Éphèse donc, est une ancienne cité de la région centrale égéenne, donc de la mer Égée. Elle se trouve maintenant actuellement en Turquie, proche de la ville moderne de Selçuk. Alors, ces vestiges mis au jour reflètent des siècles d'histoire, donc de la Grèce classique à l'Empire romain, donc période hellénistique, époque où la cité était le carrefour du commerce en Méditerranée, à l'avènement du christianisme. Donc ça vient un peu plus tard que donc, la période hellénistique. Le sanctuaire de Dol, donc c'est un autre sanctuaire comme celui donc, d'Olympie. Alors, on voit sur donc, le plan à gauche le sanctuaire de Dol où domine le théâtre. Donc, domine donc le théâtre. À droite, donc, on a une vue donc, des vestiges du théâtre, donc, qui était un grand théâtre. Alors, dedans est un sanctuaire, donc, ce qu'on appelle un sanctuaire oraculaire, et qui est dédié donc à la dévotion d'un dieu, dans ce cas, donc Zeus, voilà, Zeus, et à la déesse mère, donc Dionée. Alors, c'est le plus vieil oracle grec, d'après Hérodote, remontant peut-être au deuxième millénaire avant notre ère, et l'un des plus célèbres avec ceux de Delphes et d'Amon. Alors, le théâtre construit à l'extérieur du sanctuaire, comme on le voit donc sur le plan, est l'un des plus vastes et des mieux conservés de la Grèce antique, avec une capacité de 25 000 spectateurs. Une partie des gradins sont construits sur un mur de soutènement avec de larges contreforts en façade. Donc, sanctuaire de Dagon avec donc, le son très original théâtre. Alors voilà, donc c'est terminé donc, pour donc, ce cours. Voilà quelques références bibliographiques sur donc, spécifiquement le thème donc, de l'époque hellénistique. Et donc voilà, merci de votre attention.